Bien, bonjour à tous. J'ai dit la semaine dernière qu'on se faciliterait la tâche en traduisant simplement fake news en fausses nouvelles, et depuis, je n'ai pas vraiment changé d'avis. C'est ce que je vais tenter de montrer aujourd'hui. Nous allons bientôt marquer la pause. Je veux dire qu'il n'y a pas de cours la semaine prochaine, je vous l'ai déjà dit, je le répète, un rebond, donc la semaine suivante, vers ce qui nous accompagnera jusqu'à la fin de l'année, les nouvelles d'une seule tyrannie, celle de Bernabo Visconti, seigneur de Milan, de 1354 à 1385. Donc aujourd'hui, avant cette courte pause, une sorte de seuil, en somme, pour récapituler aussi ce que nous avons fait jusque-là. Jusque-là, d'ailleurs, reconnaissez que j'ai tenu parole en ne m'éloignant pas trop de cette Italie urbaine de la fin du Moyen-Âge que je me donne, sinon comme objet, du moins comme terrain. On resserrera encore la focale pour voir, à partir dans 2 semaines, de plus près, les mécanismes de la novélisation d'une expérience politique précisément située et intensément incarnée. Novélisation est sans doute ici un terme impropre, puisque vous savez sans doute qu'en narratologie contemporaine, il désigne non pas une adaptation, mais au contraire le passage en livre d'une fiction qui est développée dans un autre média, généralement cinématographique, mais pas toujours. Ça peut être des jeux vidéo, enfin en tout cas souvent des supports globalement visuels. Et ce passage pose la question de la circulation des fictions transmédiatiques dans notre imaginaire, celui des fictions à la chaîne que décrit dans un livre récent Mathieu Le Tourneau, qui retrouve dans l'histoire des littératures sérielles du XIXe siècle, par exemple celle du roman feuilleton, et plus globalement dans l'avènement de la culture de masse, une ressource d'intelligibilité pour la compréhension de ce qui fait sans aucun doute aujourd'hui la plus puissante des fictions politiques de notre temps, à savoir les séries télévisées. Je me contenterai ici de dire que ce qui fait de certaines de ces séries des fictions politiques n'est pas qu'elles mettent en scène le personnel politique, pas même d'ailleurs qu'elles mettent en récit l'exercice du pouvoir, mais bien le fait qu'elles puissent avoir des effets politiques. Il existe déjà d'ailleurs une abondante littérature critique sur ce sujet, notamment aux États-Unis, notamment autour de séries comme The West Wing ou The Wire, qui posent respectivement les deux questions essentiellement machiavéliennes du politique. Qu'est-ce que gagner dans The West Wing? Qu'est-ce que perdre dans The Wire? Mais on pourrait aussi s'interroger de manière sans doute plus inquiétante sur les effets d'une série comme 24. Si la fiction sert à éprouver par avance ce dont on est capable en matière politique, et notamment en matière d'obéissance politique, si ces effets de vérité résident dans le fait d'expérimenter la politique à venir, alors on peut se demander, et beaucoup de théoriciens américains se le demandent, si la série 24 a habitué les Américains à l'idée qu'ils pourraient avoir un président noir, ou à l'idée que ce président pourrait gouverner depuis ce seuil d'indifférence entre fait et fiction dont on parlait la semaine dernière avec Hannah Arendt, et qui est le même seuil d'indétermination entre le droit et la force de loi, puisque toutes ces questions-là, de la violence politique, du mensonge, étaient, je dirais, avant-coup mises en scène dans ces séries. Donc, si la fiction politique est, comme on a tenté de le montrer lors de la première séance, cette loupe qui permet d'observer, mais après coup, les signes avant-coureurs de nos propres expériences, alors on peut se poser la question de quelle obéissance anticipée ces séries nous avaient-elles préparées. On peut se poser la question, on pourrait se le demander, oui, mais on ne le fera pas, puisque je ne viens pas de rappeler mes promesses anciennes pour vous préparer à l'idée que je ne pourrai plus les tenir. Donc, je reste sur ce terrain de l'Italie communale et post-communale. Si j'évoquais
la dynamique de la novélisation, c'est pour m'appuyer notamment sur les travaux de Jan Betten. C'est notamment un article paru dans Poétique en 2004 sous le titre « La novélisation, un genre contaminé », qui montre donc qu'elle produit une sorte d'anti-littérature où le paratexte prime sur le texte. C'est-à-dire que quand le livre est lu par rapport au cinéma, dont il tire son statut et sa légitimité, lorsqu'il s'organise tout entier autour d'un refoulé visuel, au fond, il n'y a plus de place pour l'auteur. Et le novélisateur est un créateur de produits dérivés, généralement anonymes, car l'auctorialité cède alors aux effets de genre. Peu ou prou, dans les séances précédentes, c'est ce que j'ai tenté de chercher, d'approcher les articulations complexes de la fonction auteur dans ce genre de la novellistica, en deçà de l'affirmation pétrarchienne de la souveraineté poétique, de l'absolue autorité qu'un auteur pose sur son texte. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas si courant pour les historiens de s'intéresser à cette question purement littéraire de la constitution d'un genre, qui va m'arrêter un petit peu au début de cette matinée. Je le ferai pourtant aujourd'hui en empruntant un peu à la critique littéraire, mais aussi à cette méthode de sociologie historique de l'implicite de la création littéraire, dont je tente de tester les méthodes depuis quelques semaines. Mais je le ferai toujours dans cette perspective qui est nôtre. Si on s'intéresse à la novellistica comme genre, à son évolution, vous allez le voir, du XIIIe au XVIe siècle, c'est en tant qu'elle constitue une prose de la critique sociale et de la fiction politique, c'est en tant que la nouvelle comme genre accueille la nouvelle comme actualité, ou ce qu'on dirait dans le français médiéval, novelté. Car étymologiquement, la novella, qui veut dire jeune pousse, cette nouveauté qui advient et qui se donne à entendre, eh bien, s'exprime dans les avvenimenti, c'est-à-dire les événements d'un passé plus ou moins récent, mais qui adviennent jusqu'à nous. Et il appartient effectivement au genre même de la nouvelle que d'accueillir ce qui advient, les avvenimenti, c'est-à-dire ces événements d'un passé plus ou moins récent que l'on accueille dans le présent et dont le présent est tramé. Mais qu'est-ce qu'un événement? Je dirais volontiers avec l'historien contemporanéiste Pierre Laborie que l'événement est ce qui advient à ce qui est advenu. C'est-à-dire qu'il y faut préalablement une novelle, une nouvelle, qui trouve effectivement à s'actualiser. Depuis Boccace, une novelle est donc le récit d'un fait réel et nouveau qui mérite encore notre attention aujourd'hui. Les avvenimenti mettent en scène, en intrigue, donc des nouveautés, mais qui sont inscrits dans un temps de narration et qui forment notre actualité politique. Entendons-la actualité au sens de ce que Gilles Deleuze, commentateur de Foucault, distinguait en disant que l'actuel, ce n'est pas l'aujourd'hui, l'aujourd'hui, c'est notre coprésence, l'actuel collectif, c'est ce que nous sommes en train de devenir. C'est ça l'actuel, ce que nous sommes en train de devenir. Il y a un principe collectif et il y a un principe de devenir, d'expérience politique à venir. C'est pourquoi la nouvelle met en scène des personnages réels. Et c'est pourquoi ce que je propose d'appeler à présent novélisation, qui n'est pas sans rapport effectivement avec son usage narratologique, mais qui le dépasse, le déborde politiquement, c'est effectivement cet accueil dans l'intrigue de personnages réels, historiques, qui s'en trouvent, je dirais, à la fois survivants, mais altérés, mais transformés. Certains très connus, on l'a vu, qui renvoient le plus souvent à un passé récent. Dans le cas toscan, on avait tenté de le définir, cet âge d'or, à la fois politique et littéraire, de Dante et de Giotto.
mais d'autres moins connus qui vivent plutôt au milieu du XIVe siècle et qui font signe vers l'horizon bocassien du genre, qui sont témoins d'un passé qui a du mal à passer, c'est-à-dire des personnages qui assurent la capacité d'actualisation de textes dont la signification ne reste pas arrimée à leur contexte politique immédiat, qui vont vieillir avec le genre. Donc c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que si on voit effectivement les mêmes personnages intégrer de leur vivant presque la novellistica, mais rester par le jeu de l'intertextualité 100 ans plus tard dans les autres nouvelles, alors ça veut dire qu'ils prennent de l'âge en même temps que le genre qui les accueille. Et donc, la question, c'est celle, au fond, de l'ambivalence profonde de cette inscription de personnages réels, et le plus souvent des personnages de pouvoir, vous l'avez compris, ce maintien dans l'horizon de réception, cette mémoire, elle est au fond aussi ambivalente que l'est, on l'a vu ensemble, la portée politique du retournement carnavalesque, qui tantôt est une subversion par le dévoilement, et tantôt est une soumission à la tyrannie des rieurs. Au fond, la question, c'est de savoir est-ce qu'on travaille à la neutralisation de la fascination, dont on a parlé à propos du roman de la dictature sud-américain, ou au contraire à son acculturation, à s'y habituer. Il existe donc une dynamique de germination des temps qui constitue la dynamique proprement historique du genre de la nouvelle. Dans sa thèse parue en 2006 sous le titre « Défricher le jeune plan », étude du genre de la nouvelle au Moyen-Âge, Nelly Labère suggère de comprendre la floraison des recueils italiens et surtout français pour son étude, des nouvelles au XIVe et XIVe siècle, comme une réponse à la mélancolie qui engourdit les poètes après le renouvellement de la matière littéraire qu'a suscité le roman de la Rose au XIIIe siècle, toujours dans l'espace français. La matière est ébonne et neuve, lit-on dans le roman de la Rose. Oui, mais voilà, le champ a fané, sans toutefois donner tous les beaux fruits qu'il avait promis. Hélas, on dit que je fais désormais rien, moi qui jadis fis maintes choses nouvelles. La raison est que je n'ai pas le matériau dont je pourrais faire choses bonnes et belles, s'exclame Eustache Deschamps dans l'une de ses ballades. Et Jacqueline Cerchiglini-Toulet, dans ce beau livre qui s'appelle « La couleur de la mélancolie », a bien décrit cette tristesse du déjà dit qui engourdit déjà les poètes du XIVe siècle. Peut-on se contenter d'écrire comme Martin Lefranc dans Le Champion des Dames ? On a fait, là on est plutôt en 1440, on a fait texte, or à glose, composé, faut le temps user. Doit-on se résoudre à la plainte de Froissart dans le joli buisson de jeunesse ? Que pourrais-je de nouvelles dire ? Que pourrais-je dire de nouveau ? Mais justement, Froissart est ce poète courtois qui se fait chroniqueur, car l'histoire fournit cette matière nouvelle à la littérature, par la nouveauté de sa forme, mais aussi par l'énergie propre de sa temporalité. La nouvelle est donc ce jeune plan qui renouvelle le champ de la littérature en partageant un quadruple impératif de vérité, d'exemplarité, d'oralité et d'actualité. Car ce n'est pas un accident de la langue si le terme « nouvelle » recouvre en français le sens commun d'information qui circule, généralement de bouche en bouche, et le sens littéraire, emprunté à l'italien, de forme brève de narration. Et voilà pourquoi Nelly Labère étudie les rapports lexicographiques entre nouvelle, cri, rumeur, clameur, d'une part, et nouvelle et cas, on l'a vu ensemble, d'autre part. Car ces deux acceptions, la nouvelle comme genre et la nouvelle comme information, se rejoignent autour de la question de la circulation d'une oralité constitutive de bouche à bouche. En italien, l'emploi littéraire de novella
apparaît, on va le voir, à la fin du XIIIe siècle dans un recueil anonyme intitulé Novellino, ou Libro di novelle du bel parlare gentile, du bien parler noble. Si le terme se diffuse en France et en Espagne, il est concurrencé par les termes de conte ou de cuento en Espagne, au point d'ailleurs qu'en Espagne, le terme de novella se transfère au XVIIIe siècle à roman, qui ne désignait rien d'autre que la langue dans laquelle ça s'exprime, et pas du tout la longueur du récit. C'est évidemment la même chose en anglais, où novel s'oppose à tale, le conte. Mais on voit bien qu'au fond, dans ces changements subtils, vous voyez, de terminologie, la circulation de la parole est régénérative, pourvu que, justement, elle soit cette parole qui mette à nu. En cela, elle est proprement obscène. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'on a commencé, que j'ai cru nécessaire de commencer par la question des effets de la représentation. Qu'est-ce que ça veut dire, effectivement, de mettre devant la scène ce qui jusque-là est caché, c'est-à-dire d'être proprement obscène. Et voilà pourquoi le premier recueil de nouvelles françaises, si l'on accepte les traductions françaises de Boccace depuis Laurent de Premier-Fait, puis Guillaume Tardif, qui sont déjà en soi des créations littéraires. Mais le premier roman, disons, de recueil spécifiquement français, écrit sans être traduit, ce sont les 100 nouvelles qui jouent finalement de l'ambivalence, les nouvelles, les 100 nouvelles, œuvres bourguignonnes anonymes, que l'on date généralement de 1462, qui sont commandées par le duc de Bourgogne Philippe le Bon, et qui mettent en scène 36 diseurs, tous membres de la cour bourguignonne, racontant 100 nouvelles, puisées notamment chez Boccace, mais pas seulement. Parce que comme l'a rappelé Nora Viette dans un volume récent sur Boccaccio et la Francia, qui est dirigé par Boccace et la France, qui est dirigé par Philippe Guérin et Anne Robin, on ne doit pas confondre la fortune du Décaméron, depuis sa traduction, je le répète, par Laurent de Premier-Fait en 1411-1414, avec l'essor du genre de la nouvelle dans la littérature française, à partir de cette transplantation lexicale et générique de la novella italienne sur un sol linguistique et littéraire nouveau. Et cela après 1462. D'ailleurs, cette nouveauté va bientôt éclipser en fait la référence à Boccace et à l'Italie, ce qui tend à remettre en cause la filiation qu'on nous présente comme directe et immuable, qui mènerait du Décaméron à l'Heptaméron, que Marguerite de Navarre, la maîtresse de ces lieux, compose vraisemblablement en 1545 ou à partir de 1545, mais qui en réalité a un modèle qui doit beaucoup aussi aux 100 nouvelles bourguignonnes. Alors le dire ainsi, c'est désenchanter le grand récit de la Renaissance française, où une femme relève gaillardement la tradition de Boccace. Mais c'est mieux rendre compte de la dissémination de l'art des conteurs de la novellistica, hors du cadre générique proprement dit, ne serait-ce que chez Rabelais, comme on l'a suggéré il y a 2 semaines, peut-être davantage que Marguerite de Navarre, l'héritier de cette méchante littérature. Et après lui, évidemment, Charles Perrault, et après lui, tous les conteurs légers et subtils dont parlait Louis Marin, de ceux qui savent justement déjouer les pièges du récit. Comment, dès lors, penser historiquement la constitution du genre de la novellistica, si je reviens à présent en Italie, mais alerté par ce que Nelly Labert dit de la constitution du genre en France. Sans doute doit-on alors s'attacher aux formes de ce que Roger Chartier appelle la migration textuelle, c'est-à-dire le passage des différentes formes de transtextualité, passage d'un texte à l'autre, et Gérard Genette nous a appris à distinguer l'intertextualité, c'est-à-dire la relation
explicite d'un texte avec un autre, la paratextualité, la relation qu'un texte a avec les informations de son support, la métatextualité, lorsqu'un texte en commente un autre, l'hypertextualité, lorsqu'il reprend et transforme une partie d'un autre texte, ou l'architextualité, qui est la relation d'un texte à une catégorie générique qui la transcende. La constitution d'un genre joue, en fait, de toutes ces différentes circulations transtextuelles. Si on prend un cas célèbre, la vogue dans les années 1840 de ce que l'on a appelé les mystères urbains, c'est-à-dire les récits criminels se déroulant dans les bas-fonds des villes, se développe d'abord en relation intertextuelle avec les mystères de Paris d'Eugène Sue, qui est l'épicentre de la mystérimania, comme on l'appelle alors, et donc on peut lire des mystères de Londres, de Naples, de Milan, de Moscou, de New York, mais bientôt le genre produit sa propre parodie. Et ça, on a vu ensemble que c'est très difficile de distinguer la satire, le pastiche, la parodie, dès lors que, effectivement, le genre se poursuit par imitation. Et puis, c'est directement dans une perspective architextuelle que s'observe la diffusion, à partir des années 1870, de ce genre. On pourrait dire exactement la même chose de la novellistique, qui se développe d'abord dans une perspective d'intertextualité directe, Sacchetti, le pseudo Sermini, désigne Boccace, le commente, l'adapte, s'en autorise. Et puis, globalement, il y a un engendrement qui devient architextuel, c'est-à-dire que c'est au genre constitué comme tel que l'on se réfère. Et à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que la nouvelle? Eh bien, c'est, au fond, la composition en recueil de narrations brèves. Mais la brièveté de la nouvelle est paradoxale, puisque le genre se caractérise par une forme brève, mais dans un récit volumineux, jusqu'à ce que cet agencement se brise, donnant naissance à la nouvelle isolée, à la spicciolata, comme on dit en italien, qui circule de manière autonome, et on en a vu un exemple avec l'histoire du gros menuisier dont on parlait la semaine dernière. Le bref, et d'ailleurs, certaines informations journalistiques s'appellent des brèves. Le bref, donc, est un choix moral. Et on raille le conteur qui ne sait pas terminer son histoire. C'est le cas d'une fameuse nouvelle du Décaméron, à la première de la 6e journée, où on se moque de quelqu'un qui s'embrouille et qui ne sait pas raconter les histoires, c'est-à-dire surtout qui ne sait pas qu'une histoire a une chute. Et là encore, songez à ce que ça veut dire chute, à la fois dans une blague, une mauvaise blague, une barzelletta, on l'avait vu ensemble, et aussi dans ce que Jacques Rancière appelle l'effet de surcroît de rationalité de la fiction qui, par rapport à l'expérience sensible, produit irrémédiablement des effets qui s'enchaînent à partir des causes et qui, à un moment donné, créent un basculement, le plus souvent méchant, une chute, et donc créent du novus, du nouveau. À la fin, il se passe quelque chose. Alors, cette question de la brièveté est évidemment intéressante, puisque dans son prologue au Décaméron, Boccace suggère bien qu'il fonde un genre nouveau, tout en l'inscrivant dans une intertextualité dont l'entrelacement des genres les rend encore indistincts, puisqu'il s'agira de raconter 100 nouvelles fables, paraboles ou histoires, comme on voudra bien les appeler, cento novelle, o favole, o parabole, o storie, etc. C'est donc l'ensemble des formes littéraires et des motifs narratifs de la narratio brevis médiévale, le fabliau, l'exemplum, qui se trouvent fondus ici, énoncés dans les prologues par la fonction récréative de divertissement et d'avertissement, le tout étant toujours mis en rapport avec le chagrin, le trouble, la guerre civile, ultimement la violence,
l'ensemble renvoyant à cet horrible commencement du frontispice du Décaméron. Mais quelle violence! En fait, le genre de la nouvelle a été théorisé, mais théorisé après coup. Les premiers traités de la nouvelle, ils apparaissent au XVIe siècle. Un des premiers traités, c'est la leçon sur la composition des nouvelles qui est rédigée en 1574 par Francesco Bonciani, qui est membre de l'Académie florentine du duc de Toscane Côme Ier, et qui précise que la nouvelle ne doit ni ridiculiser les puissants, ce serait inconvenant, ni les plus faibles, qui doivent nous inspirer plus de compassion que de rire. Et au total, et je cite encore Bonciani, ce sont donc les hommes de condition moyenne, di mezzano stato, qui seront notre objet. Et c'est pour cela qu'on l'a étudié ensemble, au fond, ces deux mécanismes de contrôle de la circulation, enfin, je dirais, de la fluidité sociale, le mode ascendant, c'est-à-dire le mot d'esprit que l'on peut adresser si l'on est sûr de soi à plus haut que soi, et donc qui est cette forme subversive qui fascinait tant Burckhardt de justement la facétie irrespectueuse, et au contraire la beffa qui est condescendante, parce que c'est la farce, on l'a bien vu, que l'on adresse en contrebas de soi pour remettre à sa place quelqu'un qui ne sait pas se tenir. Et donc, ça veut dire qu'il y faut une différence sociale, point trop accusée, parce que sinon, effectivement, on n'a même pas à rire ensemble, mais point trop fine non plus, il y faut des idiots qui se laissent manœuvrer, comme l'écrit Bonciani. Alors, effectivement, c'est cela qui crée la chute, cette obsession sociale de la performativité, le mot qui est décoché comme une flèche, et à la fin, un homme tombe. Un homme tombe, et ce qui le fait tomber, c'est justement une mise en danger, un quiproquo, une mauvaise blague, ou une mise en scène, on l'a vu, qui décrit, dont on a vu avec Matano, que, au fond, c'était une atteinte très forte à l'ontologie, c'est-à-dire à la certitude que quelqu'un a d'être lui-même, c'est-à-dire une mise en cause de sa vie biographique. J'en donne un autre exemple, c'est la nouvelle de Giovanni Sercambi qui met en scène un fourreur qui s'appelle Gannefo, qui est malade. Alors on lui conseille d'aller au bain, comme il y en a tant dans le pays siennois, dans ces stations thermales. Et puis il est fourreur, donc c'est un spécialiste du vêtement, donc il sait très bien que ce qui nous identifie par rapport aux autres, c'est les vêtements. Alors quand il sera nu, sera-t-il toujours certain d'être lui-même? Alors, il commence à avoir peur, effectivement, de cette indistinction des corps. Alors, il se met une croix sur l'épaule pour se souvenir de qui il est. Mais évidemment, dans la chaleur, dans la vapeur, cette croix s'efface. Et à ce moment-là, lorsqu'il sort du bain, eh bien, les autres vont... Il a effectivement une identité qui est flageolante. Et quelqu'un s'est mis la croix qu'il a perdue et lui dit « Tu es moi, je suis toi, tu es mort ». Et il là encore, la fameuse beffa, où tout le monde est de mèche, il sort, il est devenu invisible. C'est d'une violence terrible, sa femme ne le reconnaît pas, on va l'enterrer, donc il dit « J'existe encore », mais personne ne le croit. Donc cette fragilité des humbles, face à l'implacable perte de soi que constitue, au fond, la violence d'un seul mot. Alors, effectivement, on peut en rire, on doit en rire, mais on voit bien quelle terreur se cache derrière cette tyrannie des rieurs. Or, ce qu'il s'agit désormais de comprendre, c'est la novélisation des hommes de pouvoir, c'est-à-dire leur transformation en personnages de fiction par une altération paradoxale qui ne les affaiblit pas. C'est-à-dire qu'eux peuvent survivre à cette novélisation. Et d'ailleurs, nous avons vu ensemble que le tyran
est un survivant au pouvoir même de sa propre survivance fictionnelle. On l'a vu avec Elias Canetti, et nous n'en avons probablement pas terminé avec ce grand livre qu'est Masse et puissance. Pour approcher cette puissance politique de la survie fictionnelle dans la novélisation, je prendrai désormais un autre biais, celui d'un novellatore, qui devient lui-même befato, qui devient lui-même un personnage risible dans la fiction. Et on verra que ce cas fait jouer tous les mécanismes que l'on a repérés et décrits jusqu'à, qu'ils soient langagiers, stylistiques, narratifs, historiques, sociaux. Le cas est celui de Giovanni Gherardi da Prato, né à Prato, donc, vraisemblablement en 1367, qui appartient à la seconde génération des novellistes, qui incarne, je dirais, les possibilités d'ascension sociale par le savoir du système politique florentin, à ce moment-là déjà grippé, mais qui permet quand même, il est fripier de son état, s'il fait des études juridiques, et il en a fait au Studium, et des études ensuite humanistes à Padoue, à s'intégrer au monde culturel florentin, avec cette ambivalence propre à cet humanisme civique du temps, qu'il est à la fois juriste, poète, architecte, sans doute un peu trop sûr de ses moyens, puisqu'il s'est risqué à défier Brunelleschi par des sonnets sarcastiques qui mettaient en doute la capacité de l'architecte à soutenir la coupole de Santa Maria del Fiore. Alors c'est vrai que c'est la première fois, comme vous le savez, qu'on fait une œuvre si grande et si imposante et si lourde et qui met en jeu l'idée même de Renaissance. Il y avait de quoi s'inquiéter, mais voilà, elle a tenu, elle tient encore. Et donc, il s'est moqué de Brunelleschi, il prétendait avoir une autre manière de faire tenir une coupole sur Santa Maria del Fiore, et donc ça ne va pas vraiment lui être pardonné dans ce climat qui est celui de cette féroce concurrence des artistes dont on avait vu la semaine dernière avec la brigata de l'histoire du gros menuisier, comment elle pouvait s'exprimer. Et puis il y a aussi des raisons politiques à ce qui va être sa disgrâce. C'est que Giovanni Gherardi da Prato est lié au parti des Albizzi, c'est-à-dire des oligarques florentins, de ceux qui protègent le studium par le statut de 1413. Et c'est effectivement parce qu'il a pris le parti, lui qui est fripier, de l'oligarchie, qu'il, dans un premier temps, eh bien, il fait une belle carrière. Comment elle s'exprime? Eh bien, voilà, on commence à être habitué, mais c'est toujours le même monde, par la reconnaissance dantesque. C'est-à-dire qu'en 1417, il est chargé d'un cours public sur Dante, ce qui constitue le sommet de la reconnaissance sociale. Mais l'influence grandissante des Médicis, les grands adversaires des Albizzi, qui, eux, malgré leur richesse et leur puissance, s'appuient sur le parti populaire, lui est fatale. Après sa brusque mise à l'écart politique, il rédige, dans les années 1425-1426, le Paradis des Alberti, Paradiso degli Alberti, qui est une œuvre complexe, inachevée, pétrie de nostalgie oligarchique, où des grands hommes devisent plaisamment dans les jardins de la Villa des Alberti et tentent de freiner les évolutions en cours en se racontant des histoires. Ce n'est pas la peste qui rôde et qui menace, mais c'est justement une subversion politique qui en tient lieu. Alors, les historiens de la littérature ont souvent analysé le Paradis des Alberti comme l'étape décisive d'une évolution qui mènerait du Decameron aux courtisans de Castiglione. Et il est vrai que son intertextualité est très complexe et qu'elle mêle récits de voyage, le premier livre commence par un périple fabuleux, littérature courtoise, textes didactiques et réminiscences dantesques. Mais ce que je voudrais montrer d'abord, c'est que s'y mêlent différentes strates de temporalité. Donc le texte est composé
je l'ai dit, en 1425, dans les années 1425, à un moment effectivement où les Médicis sont en train effectivement de s'imposer à Florence, mettre en danger la puissance oligarchique des Albizzi, mais à un moment surtout où ce qui menace, c'est aussi l'expansionnisme milanais contre lequel l'humanisme civique met en travers sa grande, ce qui va être sa bannière, ce qui va être proprement son slogan, la libertas. C'est à ce moment-là que se constitue l'idéal type de la libertas florentine contre la tyrannie milanaise. C'est de tout cela dont on aura à parler. Et Giovanni Gherardi da Prato met en scène une brigata de personnages réels, tous historiquement liés justement au mouvement de ce qu'on appelle l'humanisme civique, c'est-à-dire de cette culture de chancellerie autour de Coluccio Salutati, qui a mis, je dirais, en exergue cette libertas florentine, mais il écrit en 1425. Donc tous ces gens-là, tous les gens de sa brigata, Antonio Alberti, Coluccio Salutati, Luigi Marsili, tous sont morts à ce moment-là. Et donc, au moment où il écrit. Donc c'est pourquoi l'action est censée se passer au printemps 1389. Donc c'est la date fictive donc, qui recule dans le temps, qui figure donc l'horizon idéal d'un ordre politique encore inébranlé et qui est un moment assez incertain, 10 ans après la répression terrible de la révolte des Ciompi. Donc, vous voyez, on a déjà deux niveaux. Le temps de narration, le temps du récit. Mais à y regarder de plus près, ce feuilleté temporel s'épaissit encore. Pourquoi ? Parce que ces personnages réels, ils conversent avec des personnages de fiction qui, eux, viennent de la novellistica, et en particulier de Boccace, et en particulier d'une nouvelle de Boccace qui est celle de la 7e nouvelle de la 10e journée du Décameron, où Boccace raconte les hauts faits et vertus morales des grands princes, avant de préciser, et c'est la chute de sa nouvelle, aujourd'hui, ces seigneurs sont devenus des tyrans cruels. Donc cet aujourd'hui-là, il est encore un peu reculé. Il est donc en 1350, disons. Et si on prend, par exemple, la dernière nouvelle du recueil, dans le livre 4, qui met en scène Bonifacio degli Uberti, eh bien, elle puise aux sources de la novellistica en, justement, reculant encore le oggi de Boccace, du tournant du XIVe siècle, par un ultime double fond chronologique, puisque tous ces personnages, Bonifacio degli Uberti, notamment, exilé de Florence en 1258, qui est parti à la cour de Pierre III d'Aragon à Palerme, eh ben, font donc signe vers les origines de ce conflit, des luttes de factions, c'est-à-dire précisément ce milieu du XIIIe siècle. On est là, effectivement, au point de répulsion de la lutte de factions en Italie communale, et notamment de la première déchirure entre guelfes et gibelins. Et au fond, vous voyez, le mot guelfes et gibelins, ça veut dire quelque chose en 1250, ça ne veut plus rien dire, évidemment, en 1425, mais on continue pour s'opposer à s'appeler guelfes et gibelins. Les mots grondent encore, les mots du lexique politique, grondent encore du tumulte qui les a fait naître. Et donc, ils portent une mémoire, qui est la mémoire des fractures anciennes. Et voici d'ailleurs comment débute la nouvelle. Il n'est pas utile de raconter ce qu'il en fut de la venimeuse et pestifère rage qui dressa les guelfes contre les gibelins dans les temps passés, puisque, de nos jours encore, on peut voir, à travers toute l'Italie, les traces et les vestiges des incendies, homicides, rapines et exactions que chaque camp fit subir à l'autre camp, chacun exterminant et chassant l'adversaire, sans aucune pitié ni humanité. Ce qui advient ici, c'est donc le passé qui ne passe pas. Et il advient sous la forme de la trace, du vestige, de l'empreinte,
encore visible de nos jours, écrit Giovanni Gherardi. C'est-à-dire que son inscription urbaine est en soi hautement significative, parce que la ville, oui, est ce théâtre de mémoire qui donne à voir la trace des déchirures anciennes, exactement comme les mots du politique en portent encore la puissance. Et donc, le Oji, dont on voit bien qu'il a reculé, 1425, 1389, 1350, 1250. Au fond, c'est celle d'une inquiétude qui revient, qui doit se comprendre à la mesure d'un autre phénomène, qui est lui-même contemporain, qui est l'inquiétude de Giovanni Gherardi da Prato comme pour sa propre position. Alors, je l'ai dit, il est auteur de nouvelles, mais il devient lui-même de son vivant un personnage de fiction. Alors, il apparaît, comme on l'a vu de Buffalmacco, dans des nouvelles. Sauf que Buffalmacco est un peintre. Là, c'est un novellatore qui devient lui-même personnage de novelle. Bon, alors, chez le pseudo-Sermini, par exemple, c'est son amour de Dante qui est tourné en ridicule. Dans sa 13e nouvelle, l'auteur siennois raconte que Gherardo est amoureux d'une jeune beauté dont il obtient enfin le rendez-vous galant qu'il espérait. Il entre dans sa chambre, il voit un exemplaire de Dante. Il ne peut pas s'en empêcher, il commence à lire. Un chant, 2 chants, 3 chants. À la 4e, la belle s'impatiente et s'en va. Alors, il lui dit « Ove vai tu, monza mia bella » où tu vas, ma belle. « Io tornerò di presente » dit-elle, ça veut dire je m'en vais à présent ou je reviens au présent. C'est-à-dire le présent de l'amour, le présent que nous cache ou que nous empêche de vivre justement le passé dantesque. Ça, c'est pas méchant. Mais il y a bien pire comme plaisanterie. Et elle s'adresse, lorsqu'elles veulent être vraiment méchantes, en vers. Car les poésies satiriques sont d'une violence qui étonne encore aujourd'hui et qui cible Giovanni Gherardi da Prato, qui est passé malheureusement pour lui à la postérité, justement en tant que cible de cette méchante poésie de vitupération. Il existe par exemple un poème anonyme entièrement consacré à le démolir, qui s'appelle L'Acquetino, qui fut probablement rédigé entre 1417 et 1425, c'est-à-dire au moment où lui-même écrit son Paradis des Alberti. Théoriquement, une loi de 1415 interdit les chansons obscènes et calomnieuses qui s'attaquent directement, en les nommant, aux personnes. Mais cette chanson, qui est en fait une délation rimée, fut peut-être écrite pour être récitée directement durant le banquet des prieurs, c'est-à-dire de ceux qui gouvernent Florence, qui s'affranchissent donc aisément des interdictions qu'ils édictent eux-mêmes. Surtout, elle s'inscrit dans un mouvement littéraire et social d'une grande ampleur, qui est le développement d'une poésie scandaleuse qui outrage la réputation des puissants et principalement des intellectuels en place, en nouant étrangement 3 accusations, celle de la sodomie, celle de l'érudition et celle de l'endettement. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur le nouage anthropologique de cette convergence contre nature. Reste que le mouvement général qui suit la prise de Pise en 1406 et qui déclenche une véritable ferveur populaire dans une société politique qui est bridée depuis la terrible répression de la révolte des Ciompi et dont on peut penser que le gouvernement oligarchique a laissé faire pour que, au fond, se ménage une expression publique à ce mouvement de ressentiment populaire. C'est en tout cas ce que laissent à penser les travaux essentiels d'Antonio Lanza sur ce point. C'est-à-dire que cette vitupération qui prend pour cible des intellectuels organiques, ceux qui étaient dans le système, les poètes, les lettrés, les professionnels de la communication politique, intégrés dans cet humanisme florentin qui est à la fois une culture de chancellerie et une pratique de distinction, une forme d'insurrection poétique, dit Antonio Lanza, contre le pouvoir intellectuel en place, qui est aussi une poésie d'auberge,
ou des rimailleurs comme celui qu'on appelle Il Tza, Z-A, auteur de féroces satires du monde intellectuel, fait trembler les puissants du temps. Giovanni Gherardi da Prato a été la cible de cette poésie, comme par exemple Filippo Villani, qui est le continuateur de la chronique de Giovanni Villani dont on parlait. Et au fond, cette expérience poétique et politique témoigne d'une remise en cause radicale des idéaux de ce que les historiens appellent l'humanisme civique. Et moi, je crois que Machiavel connaissait très bien cette poésie satirique qu'il pratiquait à l'occasion. Et je pense que sa volonté d'aller droit à la vérité effective de la chose, en ne se laissant ni étourdir, ni endormir par la douceur des mots, s'origine dans cette première vague d'insurrection poétique et de violence politique. Et au fond, c'est une première expérience de désenchantement du politique, liée aux déchirures du champ intellectuel, et c'est au cœur de cette expérience que l'on doit comprendre, semble-t-il, à ce moment-là, cette constitution de la novellistique. Toute généalogie est mensongère. Et effectivement, ça commence toujours avant et il finit toujours par manquer quelque chose. Mathieu Riboulet, entre les deux, il n'y a rien. Je l'avais cité le 23 janvier, je le cite encore aujourd'hui. Car cette puissance de la parole, au fond, cette violence, elle commence toujours avant. Et je voudrais poursuivre en parlant d'un texte précurseur. Parce que, au fond, lorsqu'on construit comme ça l'histoire d'un genre, on construit toujours une généalogie. Et la généalogie consiste à se choisir des ancêtres. Mais ensuite, après, on voit qu'il y a toujours un précédent. Et ce précédent, c'est celui auquel j'ai fait une brève allusion tout à l'heure. C'est le novellino. Le novellino, il a été écrit au dernier tiers du XIIIe siècle. C'est une tradition manuscrite qui est bien étudiée par Cesare Segre, que l'on peut faire remonter à 6 témoins manuscrits, enfin à partir de 6 témoins à un original perdu, et qui a 2 titres possibles, soit Cento novelle antiche, encore 100 nouvelles anciennes, soit Libro di novelle e di bel parlare gentile. Donc, je l'ai déjà dit, le genre s'origine dans l'art de bien parler, qui expose la première nouvelle, qui sert de prologue à l'ensemble. Ce livre traite de quelques fleurs de parler, fiori di parlare, de belles courtoisies et de belles réponses et de belles prouesses et de beaux dons que par le passé ont accompli nombre d'hommes valeureux. Alors, quelle est la profondeur de ce tempo passato, de ce par le passé? On trouve justement toutes les strates. On trouve évidemment des auteurs bibliques, on trouve et patristiques, la Vitra Patrum, la Disciplina Clericalis de Pierre-Alphonse, on trouve les sources antiques, Valère Maxime, Sénèque pour l'essentiel, on trouve de la littérature didactique médio-latine, Jean de Salisbury, Jacques de Vitry, Vincent de Beauvais, on trouve de la lyrique provençale également, des Vidas, des Razos et du roman courtois, roman de Troyes, roman d'Alexandre, Lancelot en prose, et à cela sans doute une tradition orale contemporaine qui vient faire affleurer justement les avvenimenti, c'est-à-dire ce qui est advenu au XIIIe siècle. Et cette sédimentation narrative dont on peut faire l'archéologie politique, eh bien, ce sont essentiellement des histoires de pouvoir et de domination qui sont racontées dans le novellino. Et on y reconnaît au fond tous les protagonistes de la culture politique de l'Italie centro-septentrionale. Cet horizon du bon gouvernement qui confond les strates bibliques, romaines et arthuriennes. Par exemple, dans la nouvelle 69 qui met en scène Trajan, il molto giustissimo signore, le plus juste des seigneurs. Il chevauche majestueusement, une veuve vient lui prendre l'étrier, lui demander de faire justice. Et peu de temps après sa mort, Saint Grégoire devient pape et apprenant qu'il avait rendu la justice, pleure au pied de sa statue équestre.
fait ouvrir son tombeau, il découvre une langue intacte, qui prouve qu'il avait bien parlé et qu'il avait dit la justice. Alors son âme est aussitôt délivrée des peines de l'enfer et il gagne la vie éternelle. Et pourtant, c'était un païen, ça c'est la chute de la nouvelle. Évidemment, normalement, il ne devrait pas aller au paradis, mais vous voyez comment ici tout est au fond offert dans une concaténation où on a un ancien, un pape et un chevalier. Et donc, ça, c'est l'horizon, le premier horizon, qui est l'horizon de la culture communale italienne, qui est celle du bon gouvernement. Et le second horizon, c'est celui d'un spectre, celui de l'empereur Frédéric, qui apparaît dès la deuxième nouvelle, mais flanqué du prêtre Jean, qui lui-même est un très noble seigneur des Indes, personnage fictionnel, comme vous le savez. Qui est ce potento Imperadore Federico, qui revient plusieurs fois dans le Novellino? C'est à la fois Frédéric Ier Barberousse, et Frédéric II. C'est la matrice commune de la tyrannie en Italie. C'est justement l'indistinction entre les deux tentatives impériales de rétablir une souveraineté sur l'Italie communale. La tentative de Frédéric Ier Barberousse, qui passe les Alpes, vous le savez, en 1158, pour relever ses droits en Italie, qui est battu à Legnano en 1176 et qui concède la paix de Constance en 1184, qui reconnaît donc les droits souverains des communes à s'autogouverner elles-mêmes. Puis c'est Frédéric II qui triomphe à Cortenuova en 1237 avant d'être à son tour battu. Et au fond, cette indistinction entre les deux Frédéric est constitutive de la mémoire communale. Or, cette mémoire s'incarne principalement et essentiellement dans un personnage terrifiant, qui est, mais vous le savez déjà parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises, l'idéal type de la tyrannie sanglante, qui est Ezzelino da Romano, un des principaux capitaines de Frédéric II à Cortenuova, qui soumet Vérone puis Padoue, Vicence, Bassano, s'impose à partir de 1254 par une politique de la terreur que Gérard Ripp désigne clairement dans sa thèse sur Padoue comme une monomanie sanguinaire, et au fond, dont la mémoire, qui est celle de crimes déréglés et sans limite, de brutalité inouïe et de violence débridée, eh bien, qui est mise en scène par les chroniqueurs, notamment Rolandino de Padoue, et dont on a déjà évoqué le spectre théâtral lorsque je parlais de Lecerinis de Mussato, qui est justement ce contemporain de Dante qui voit revenir la bête immonde et qui parle d'Ecerinis d'Ezzelino da Romano comme celui qui est réincarné dans le seigneur da Carrara qui revient à Padoue. Tout cela, je l'ai dit plusieurs fois. Donc tout cela crée effectivement la mémoire terrifiante d'une première expérience seigneuriale et sanguinaire. Et voilà ce que écrit le Novellino. Dire combien il fut craint serait une grande affaire. Bien des gens le savent. Je raconterai seulement comment, un jour qu'ils chevauchèrent en compagnie de tous leurs soldats, l'empereur et lui, donc les voilà flanqués, parièrent à celui qui possédait la plus belle épée. Alors l'empereur sort la sienne de son fourreau, elle est ornée d'or, de pierreries, mais quand Ezzelino dégaine son épée, 600 de ses chevaliers font de même, et là il y a la force brute qui s'impose. On apprendra effectivement plusieurs exemples terribles de la sua tirania. C'est la seule fois dans le texte, le Novellino, où tyrannie est désignée, avec deux nouvelles inquiétantes que je vous dis pour terminer ou presque. Dans la nouvelle 84, Messire Ezzelino da Romano fit un jour annoncer publiquement nel suo distretto sur son territoire, et altrove, et au-delà d'ailleurs, que l'on se rassemble pour qu'il donne à manger et à se vêtir. Donc il fait distribuer des vivres et des cottes, des jupes, il fait déshabiller le peuple, leur donne à manger, et quand les pauvres veulent récupérer leur haillon, cela leur est refusé. On en fit un tas auquel on mit le feu. On y trouva de l'or et de l'argent pour une valeur bien supérieure à la dépense.
puis on congédia tout le monde. Une image terrible. On sait bien qu'une des manières de se faire beaucoup d'argent, c'est de voler les pauvres. Mais là, on voit bien comment ça marche, la nouvelle. Une autre nouvelle inquiétante est la 31. Messire Ezzelino avait à son service un conteur auquel il faisait conter des histoires pendant les longues nuits d'hiver. Or, ce novellatore a envie de dormir. Comment va-t-il sauver sa vie? Par une ruse. Il raconte l'histoire d'un vilain qui doit faire passer ses moutons sur une rivière, mais la barque est tellement étroite qu'il ne peut les faire passer qu'un à un. Continue ton histoire, dit Ezzelino. Attends que tous les moutons soient passés, répond le conteur, qui va ensuite se coucher. Et là, on a ce par quoi on avait commencé, c'est-à-dire cette légèreté pensive d'Italo Calvino, c'est-à-dire ce petit saut, ce pas de côté du conteur, sur lequel je voudrais terminer tout à fait. Ce qui prime, c'est donc bien la transmission du conteur. Et le conteur qui va toute la nuit raconter des histoires parce qu'il veut sauver sa vie, évidemment que ça vous fait penser à autre chose, les mille et une nuits dont je ne parle jamais, mais dont tout le monde pense, auquel tout le monde pense. On y reviendra évidemment peut-être. C'est bien la transmission du conteur. On retrouve ici le texte inoubliable de Walter Benjamin consacré à Nicolas Leskov, der Erzähler, qui est traduit généralement par le conteur, mais que Benjamin avait lui-même traduit, quand il en a donné une version française, par le narrateur. C'est en tout cas celui qui raconte l'histoire, qui dit l'histoire. En italien, on dirait il novelliere. Et Benjamin diagnostiquait en 1936 un monde qui était saturé d'informations, qui était parcouru de nouvelles en tout genre. Et comme Marc Bloch, il avait vu dans la monstrueuse efflorescence des fausses nouvelles de guerre, fake news, lors du premier conflit mondial, la déflagration première de notre modernité. Or, ce monde de communication, et dirions-nous aujourd'hui de storytelling, est celui de ce que Walter Benjamin appelle la chute du cours de l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le conteur s'éloigne dans le passé. Il est de plus en plus rare de rencontrer des gens qui sachent raconter des histoires, écrit Walter Benjamin. Et avec eux se perd l'expérience transmise de bouche à bouche, celle qui se transmet sans explication, soit le contraire de l'information. Chaque matin, on nous informe des derniers événements survenus à la surface du globe. Et pourtant, nous sommes pauvres en histoires remarquables. Cela tient à ce qu'aucun fait ne nous atteint plus qui ne soit déjà chargé d'explications. Autrement dit, dans ce qui se produit, presque rien n'alimente le récit, tout nourrit l'information. Or, cette information, poursuit Walter Benjamin un peu plus loin, n'a de valeur qu'à l'instant où elle est nouvelle. Elle ne vit qu'en cet instant. Elle doit s'abandonner entièrement à lui et s'ouvrir à lui sans perdre de temps. Il n'en est pas de même du récit. Il ne se livre pas. Il garde sa force rassemblée en lui et offre longtemps encore matière à développement. Voici très exactement ce que Walter Benjamin appelle l'expérience. Et voici très exactement pourquoi aussi, au même moment où il écrit Le Conteur, réflexion sur l'œuvre de Nicolas Leskov, le poète russe Ossip Mandelstam lit la Comédie de Dante comme un texte indissociablement poétique et politique. Poétique car c'est un livre sur la dynamique même de la création verbale, et notamment sur le rythme. La comédie, écrit-il, célèbre la foulée de l'homme, l'échelle et le rythme des pas, la plante du pied et sa forme, et elle le fait justement de manière légère, presque enfantine, parce qu'en italien, le retour de la rime est naturel, c'est presque un jeu d'enfant. Et voilà pourquoi Ossip Mandelstam se dit frappé par l'infantilité de la phonétique italienne, par sa sublime puérilité, par son affinité avec le babil des tout-petits, par on ne sait quel dadaïsme immémorial. Si Mandelstam est peut-être le plus aigu des commentateurs de Dante, c'est parce que c'est le plus gai et le plus désespéré. Il écrit en 1933,
quand même. Et il écrit, donc, lorsqu'il lit à ce moment-là, dans ses entretiens sur Dante, cette lecture qui est à la fois, je l'ai dit, poétique et politique, parce qu'il considère la comédie comme le pamphlet politique le plus important de son temps. Mais de quel temps? Non pas du temps de Dante, non pas du nôtre, mais justement de celui qui nous est commun, de cette expérience du récit dont parle Benjamin. Et on doit lire ici ce qu'il dit du 33e chant de l'enfer, qui raconte l'histoire d'Ugolin, que l'archevêque de Pise, Ruggiero, laisse mourir de faim en prison, en compagnie de ses 3 fils. Ainsi, l'histoire d'Ugolin est une de ces anecdotes de forçats évadés, un de ces épouvantails dont les mères menacent leurs enfants, une de ces délicieuses horreurs qu'on se marmonne avec contentement comme remède contre l'insomnie quand on se retourne d'un flanc sur l'autre dans son lit. Cette histoire monstrueuse de dévoration, sculptée par Rodin, vous le savez, imaginée et cauchemardée par tant d'autres, comment l'appréhender? Alors je pourrais le faire en complétant notre collection de méchants tyrans pisons, en évoquant la figure du comte de Donoratico Ugolino della Gherardesca, qui imposa une seigneurie cruelle et autoritaire sur la ville de Pise à partir de 1284, jusqu'à ce qu'une conjuration menée par l'archevêque Ruggieri degli Ubaldini le renverse, le condamne à mourir lentement de faim avec ses fils, ses neveux, dans l'une des tours de Pise, la Torre della Muda, qui devient, dans le poème de Dante, l'horribil torre, la tour horrible de son supplice. Le poète, à ce moment-là, le place dans le dernier cercle de l'enfer, pris dans la glace, non loin de son bourreau, l'archevêque, qui est condamné à dévorer sans cesse celui qu'il a laissé mourir de faim. Je pourrais le faire, mais le temps manque. Alors je me contenterai, juste pour terminer tout à fait, de dire ceci. Comment est-il mort? Comment Ugolin est-il mort? La tradition bute sur le fameux vers 75, « La faim fut encore plus forte que la douleur ». Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il meurt ou qu'il mange ses enfants? Les commentateurs, dès le XIVe siècle, se disputent sur le sens de ce vers ambigu. Et puis, ce que la douleur ne put, la faim le put, propose une autre traduction. Faux problème, répond Borges, dans l'un de ses 9 essais sur Dante. Dans les ténèbres de la tour de la faim, Ugolin dévore ou ne dévore pas tous ses cadavres aimés. Et cette oscillante imprécision, cette incertitude, est l'étrange matière dont il est fait. Ainsi l'a rêvé Dante, avec 2 agonies possibles, et ainsi le rêveront des générations à venir. Est-ce un hasard si c'est l'auteur des fictions qui décrit le mieux cette expérience de pensée que constitue la fiction politique? Elle est faite de cette étrange matière, oui, l'incertitude, cette oscillante imprécision. Elle nous met en demeure de choisir et de ne pas choisir, d'être face au temps. Mais c'est très exactement la position de Machiavel face aux politiques qui nous met en demeure d'affronter l'indétermination des temps. Au chapitre 21 du Prince, lorsqu'il traite de la nécessité, il évoque justement l'exigence pour ceux qui gouvernent l'État aujourd'hui de frapper les esprits par quelques rares exemples d'eux-mêmes. Et Machiavel ajoute, semblable à ceux que l'on raconte à propos de Messire Bernabo de Milan. Que raconte-t-on à propos de Messire Bernabo de Milan? Et pourquoi Machiavel s'y intéresse 150 ans plus tard? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans 15 jours.